Salam alaikum Matalé d'Azul, bonjour. Alors, quel est le rapport entre la guerre en Ukraine et le prochain sommet arabe d'Alger? Alors, pas de rapport direct peut-être, mais moi je vais essayer d'en faire un quand même. Alors, on va commencer tout d'abord par faire un petit rappel de cette histoire de Donbass, d'Ukraine, Russie, un petit peu en repartant à partir de 2019. Ça va être rapide. Je reviens vers vous tout de suite après. En mars 2019, on a une interview extrêmement troublante d'Alexei Arestovitch. Alexei Arestovitch est conseiller du président Zelensky. Et en mars 2019, il n'était pas encore élu, on était dans la campagne présidentielle à ce moment-là en Ukraine. Et Arestovitch présente déjà le programme de Zelensky. Et il dit, et vous pouvez voir, c'est sur YouTube, je n'invente strictement rien du tout, c'est une interview qu'il a donnée à la chaîne de télévision ou aux médias, je devrais dire plutôt ukrainiens apostrophe. Et là, il dit, en gros, la politique de l'Ukraine, ça va être de vouloir entrer dans l'OTAN. Donc le seul moyen pour nous d'entrer dans l'OTAN, c'est de provoquer une guerre avec la Russie. Et quand la journaliste lui demande « Mais quand vous prévoyez cette guerre ?», il dit 2021-2022. Voilà, donc cet homme, c'est lui là, cet homme que vous voyez. En fait, lui, il est donc Alexei Arestovitch est conseiller donc du président actuel Zelensky d'Ukraine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il parle tous les jours à la télé et c'est lui qui influence énormément l'opinion publique ukrainienne. À tel point que là, les journaux ils disent l'étrange psy qui remonte le moral des Ukrainiens. Ça, c'est les journaux occidentaux qui parlent comme ça. Donc on va passer, donc on était 2019, là on passe rapidement à 2020, la position par exemple de Chevènement, qui est un ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense français, qui en 2020 disait cela. Je pense que nous devons nous entremettre pour favoriser un accord qui est possible, selon les bases de ce qu'on appelle le compromis Steinmeier, c'est-à-dire la simultanéité des élections, du vote d'un statut d'autonomie de large décentralisation pour les régions russophones et la récupération par l'Ukraine de sa frontière, que la Russie ne conteste pas. L'Ukraine refuse l'application conforme au texte des accords de Minsk qui prévoyaient d'abord un statut d'autonomie pour les régions russophones de Donetsk et de Luhansk, ensuite des élections et ensuite la récupération de sa frontière par l'Ukraine. C'est ce que l'Ukraine aujourd'hui conteste. Tout le scénario qu'on a était déjà planifié. Et on a mis simplement on a mis la Russie dans une situation où elle ne pouvait pas ne pas agir. Je me souviens qu'à l'époque des printemps arabes, il y avait un politique américain des USA qui avait dit ce sont les USA qui créent les réalités. Et ensuite, les pays concernés par cette création de réalité, donc poussés par exemple la Russie à la guerre, pour les printemps arabes, c'était se servir des problèmes qu'il y a dans les pays pour renverser des gouvernements qui leur sont plus ou moins hostiles sur certains points. On a vu ça en Syrie, on a vu ça en Libye, on a vu ça en Tunisie aussi, etc., etc. Donc, ce sont les USA qui créent les réalités. D'ailleurs, pour faire une parenthèse, il y a Nord Stream 1 et Nord Stream 2, donc les gazoducs russe qui relie la Russie à l'Allemagne, qui là, il y a eu un attentat dessus, apparemment. Donc là, il y a avant-hier ou hier, ce qui pourra empêcher, évidemment, les Européens qui vont, au cas où ils se disent, ah bah finalement, on est obligé quand même d'avoir du gaz russe, de les empêcher
d'avoir cette solution-là, et qui paiera, évidemment, qui va se les geler, qui va affronter l'hiver glacial, c'est les Européens, mais les Américains, c'est eux qui créent les réalités. On continue. Et à partir de mars 2021, les forces ukrainiennes se sont rassemblées aux confins du Donbass pour mener une offensive. Cette offensive devant déclencher la réaction russe. Réaction russe qui, elle, devait déclencher la pluie de sanctions qu'avaient prévues les Américains. Lorsque le 25 février, le lendemain du déclenchement de l'offensive, Zelensky a fait une offre de négociation à la Russie, l'Union européenne est arrivée 2 jours après avec un premier package de 450 millions d'armes. Elle dit non, vous négociez pas, vous vous battez. C'est Zelensky lui-même qui l'a dit à CNN, et il a dit les Américains m'ont menti, parce que on a fait croire aux Ukrainiens que la pluie de sanctions qui allait se déverser sur la Russie allait provoquer l'effondrement presque immédiat de la Russie, parce que c'était ça l'idée. C'était de provoquer une pluie de sanctions telle que la Russie allait s'effondrer. Sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. 450. En mars, lorsque le 21 mars, Zelensky a fait la même offre, enfin, il n'a pas fait la même offre, il a fait une autre offre, à vrai dire, aux Russes, et notamment de reconnaître l'indépendance des républiques du Donbass, de reconnaître l'abandon de souveraineté sur la Crimée, et de négocier les terrains qui étaient occupés par la Russie à ce moment-là, et que la Russie s'est déclarée intéressée et ouverte à la discussion sur cette base-là. 2 jours plus tard, le 23 mars, l'Union européenne est arrivée avec un deuxième package de 500 millions d'armes pour dire non, vous ne négociez pas. Boris Johnson a téléphoné à Zelensky et a dit vous ne négociez pas avec les Russes, vous retirez vos propositions, sinon on ne vous aide plus. Et il a répété ça lors de sa visite du 9 avril à Zelensky. Donc la réalité créée par les Américains, c'était de pousser les Ukrainiens à la guerre en leur garantissant que la Russie tomberait économiquement, donc les Ukrainiens gagneraient cette guerre, etc., etc. Évidemment mensonge, parce qu'il y en a, ils disent oui, les Occidentaux ont mal calculé leurs sanctions, ça se retourne contre eux. En fait, même ça, c'est évidemment bien calculé. C'est les Ukrainiens qui sont complètement à l'ouest, au niveau de leurs dirigeants, bien sûr, qui sont complètement à côté de la plaque de détruire leur pays, faire détruire leur pays, en croyant qu'ils allaient gagner, quoi. Alors que, comme il disait, dès le début, il a voulu négocier, l'autre. Enfin, bref. Là, aujourd'hui, on est le 28 septembre, donc résultat, référendum d'adhésion, qui est appelé référendum d'annexion. Donc le Donbass, toutes ces républiques veulent adhérer à la Russie. Ce qui se passe, c'est que, bon, évidemment, c'est rejeté par l'Occident, les Américains, les Ukrainiens en premier lieu, c'est ce qui est normal de leur part, peut-être. Mais le truc, c'est que il y a eu des précédents. Maintenant, ils rejettent, mais par exemple, tiens, je reprends encore Chevènement, qui disait à l'époque, le Kosovo arraché illégalement à la Serbie, donc la reconnaissance du Kosovo, c'est une triple faute. Hein, il expliquait pourquoi. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu un référendum pour le Sud-Soudan, sans que ça ait gêné personne à l'époque, surtout pas les Occidentaux. Qui a été prise sous la pression des Américains, de la communauté internationale, d'arriver à cette solution du conflit entre le gouvernement central soudanais et la rébellion du Sud. Ce sont les Américains qui ont imposé que ce conflit se termine de cette manière-là.
Et à la suite du 11 septembre, le gouvernement soudanais a dû l'accepter. Maintenant, le problème qui se passe avec la nouvelle donne, hein, qui se passe avec ces référendums et l'intégration de ces républiques à la Russie, c'est que la Russie repousse ses frontières. Donc la Russie a des nouvelles frontières. Donc le gros risque qui va se passer maintenant, la nouvelle réalité, cette fois-ci créée par les Russes pour contrebalancer les plans américains, c'est que ces territoires feront désormais partie de la Russie elle-même. Donc, en attaquant ces territoires, vous attaquez la Russie. Donc là, la guerre ça va être encore autre chose au niveau de la guerre, ça va être beaucoup plus intense. J'ai retrouvé une vidéo qui datait de 2010-2011, j'ai déjà passé sur ma chaîne. C'était Alexandre Douguin qui s'entretenait avec un Cheikh Imran Hussein, musulman, à propos de l'eschatologie musulmane, donc l'étude de la fin des temps entre les musulmans, les orthodoxes, etc. Et il avait été très étonné de trouver beaucoup de similitudes entre les deux. Simplement, ça c'est pour vous dire, en tout cas, dans leur eschatologie, les Russes prévoient qu'il va y avoir des grosses destructions, Moscou, Russie, etc., et des grandes souffrances, comme vous allez l'entendre tout de suite. Et je reviens vers vous. I have spoken recently with one saint father, Vladimir Tsvetkov. He is a monk and he is a chief of monastery who belongs to the tradition of the elders of the starets, Russian starets. And he was introduced in the Orthodox eschatology, Russian eschatology. And I have asked him to name the most important points of this eschatology. So, according to him, all the starets, all the elders of Russian Orthodox Church prophesied the spiritual renaissance, rebirth of Russian Christian tradition after the time of Bolshevist or Antichrist oppression. So what now we are witnessing of a fulfillment of the tradition and with the great suffering of the Russia, and also there are many challenges to Moscow and many damages that we will suffer. So very devastating wars waged against us in the future. Voilà, et c'est là où on en vient donc à l'enjeu du sommet arabe, donc d'Alger. Donc on voit bien que quoi qu'il en soit, nous y allons vers l'intensification de la guerre, etc. À moins qu'un miracle, finalement il y a la paix. Mais apparemment non, hein, c'est très mal parti. Donc tiens, entre parenthèses, moi je conseille aux Algériens qui sont à l'étranger d'assurer un peu leurs arrières. Moi je vous parle tout le temps de faire un retour en Algérie, participation au développement, etc. Mais au moins assurez vos arrières pour rentrer au pays, essayez d'avoir une voiture ici sur place, parce que c'est chiant, c'est cher les voitures par exemple. Essayez d'avoir de quoi vous loger quand même, parce que on arrivera à un temps où ça sera très difficile d'être en Europe quand même, hein. C'est assez clair ces choses-là. Bon, alors pour le sommet d'Alger, moi un des enjeux que je pense que ce sommet, on sait bien que les chefs d'État arabes, à part peut-être quelques-uns qui se comptent sur le doigt d'une main, et encore sur un doigt ou deux, sont fiables pour contre l'impérialisme, etc., etc. Par contre, on sait que le reste, c'est très volatile et c'est même vendu, c'est même du côté des Occidentaux. Donc ce sommet d'Alger,
Bien sûr, il y a les enjeux comme la reprise, c'est-à-dire recentrer Alger, donc reprendre son leadership, voilà, être un moteur de l'unité arabe, etc., etc. Un nouveau départ avec une action arabe commune, tout ça, bon, mais j'y crois pas, j'y crois pas du tout. C'est relancer la diplomatie algérienne, tout ça au sein du monde arabe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sommet, il est très très surveillé. Alors par l'entité sioniste, bien sûr, il va être très très surveillé du fait que l'Algérie prend pour thème principal, d'ailleurs il s'appelle le sommet de la Palestine, le thème de ce sommet. Donc réunifier les Palestiniens entre eux et réunifier les Arabes autour des Palestiniens. Voilà, ça c'est le gros truc. Par contre, comme je vous dis, moi je n'ai absolument pas confiance en les MBS, MBZ et compagnie, et le Qatar et tout ça. Donc, bon, l'Algérie le sait aussi, j'imagine, la diplomatie algérienne connaît mieux que moi ces dossiers-là. Donc moi je pense que l'Algérie, en fait, va s'adresser vraiment, grâce à ce sommet-là, aux peuples arabes et par extension aux peuples musulmans, autour de la question palestinienne, donc contre les sionistes, bien sûr, pour les unifier et les prendre à témoin devant leurs dirigeants. Voilà. Pour que, quand, hélas, mais enfin, quand ça va commencer à péter un peu plus gravement, les peuples suivront la ligne directrice plutôt algérienne que la ligne arabo-occidentalo-sioniste menée par ces pays-là, qui sont au Maroc, etc. Et on connaît tous ces pays-là. D'ailleurs, on va écouter très rapidement encore Jean-Pierre Chevènement, qui raconte une petite anecdote à l'époque de la guerre du Golfe, une conversation entre lui et Mitterrand, pour vous dire, pour que vous compreniez bien que l'enjeu, pour moi, de ce sommet arabe, c'est les opinions publiques des pays arabes. Voilà. Et je pense que malheureusement, cette guerre a été, comme l'a dit Huntington, la première guerre de civilisation, le premier clash de civilisation vécu par les opinions publiques. Un jour, Mitterrand me dit, mais vous savez, les gouvernements arabes, aujourd'hui ils criaillent, mais demain ils viendront nous manger dans la main. Et je dis, mais ce n'est pas des gouvernements arabes qu'il s'agit. Il s'agit de l'opinion publique dans l'ensemble du monde arabe et même du monde musulman. Et je crois que Mitterrand n'est pas attentif à cet aspect des choses. And the last thing, that was the Great War against Israel. And in all these predictions, the rule of the international Jewry was recognized as the sign of the end of the time and as the representation of the rule of the Antichrist. So there is perfect convergence with what you have said, and that is also quite opposite to what Salafi Muslims affirm, because they are for alliance with the West. You have promptly pointed out that the idea of the Jews is not all of them. They are part of the Jews. There will be, I think that major part of the Jews will be on other side, but there will be a little part, maybe few of them on our side. That's right. So it is a kind, what is important, that this line, eschatological line, divides not religions between themselves, but inside of three religions, there are two contradictory eschatological positions. Two, only two. La démonstration de force de l'ANP, de l'armée algérienne, lors de la célébration des 60 ans
l'indépendance algérienne, elle avait aussi d'autres messages. C'est-à-dire les solides relations avec plusieurs puissances, dont la Russie, la Chine, qui sont visées par les guerres, etc., et qui vont rentrer plus ou moins en guerre. Même le Russe, que vous avez entendu là, vous dit que dans leur eschatologie, les Russes rentreront en guerre même contre Israël. Voilà. Tout ça, c'est des signes révélateurs de l'importance de compter désormais sur l'Algérie dans le contexte de crise régionale et mondiale. Voilà. Et cet état de fait, il gêne énormément de partis au niveau arabe qui n'accueillent pas à bras ouverts ce grand retour de l'Algérie, bien sûr. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah.